Une académie magique où seulement 80% des étudiants parviennent à obtenir leur diplôme, car les autres finissent morts ou avec des blessures permanentes. Malgré cela, c'est le jour d'entrée pour le protagoniste Olivier, un jeune homme convaincu qu'il pourra devenir puissant. C'est pourquoi ces tours de fleurs qui lui prédisent des avenirs terribles lui importent peu. En fait, cette année, on trouve toutes sortes de personnalités, comme cette fille qui apparaît avec son style oriental et qui, pour une raison quelconque, intéresse le protagoniste à connaître. Eh bien, ici, tout le monde arrive en ville où nous avons un défilé de toutes sortes de créatures magiques, même si pour Cathy, des êtres comme les trolls sont traités comme des esclaves. Ils en viennent à une dispute où l'un de ses camarades décide d'ensorceler les pièces de la fille, la dirigeant directement contre la créature. Le protagoniste et les autres essaie de la rattraper, mais elle va trop vite. Et alors qu'elle est sur le point d'être dévorée, c'est Nao qui apparaît pour la défendre avec un cri puissant, tandis qu'Oliver l'aide à s'échapper avec un sort de vent au moment précis. Pendant ce temps, Nao, avec une épée émoussée et une curieuse teinte blanche dans ses cheveux, assène un coup si fort à la tête qu'elle endort la créature. Une fois tout le monde en sécurité, l'Académie prend le relais pendant qu'ils enquêtent sur les responsables. C'est alors que la respectée et redoutée directrice apparaît pour annoncer qu'ils passeront 7 ans à se préparer, mais que 20% des nouveaux perdront tout espoir d'obtenir leur diplôme. Parfois parce qu'ils meurent, et d'autres fois parce que leur esprit ne supporte pas le contrôle de la magie, finissant soit dévorés par leurs invocations, soit en tuant d'autres étudiantes. C'est ce qu'on appelle être consumé par le sort, c'est le prix à payer pour s'entraîner à la magie. Donc après cela, bien sûr, ils passent à la célébration, où il y a plein de nourriture, et où le protagoniste semble socialiser avec les jeunes d'avant, chacun se présentant à tour de rôle. Mais je les mentionnerai lorsqu'ils seront pertinents. En fait, le protagoniste est le nouveau colocataire de Pete, l'albinos nain. Pendant ce temps, il se rend compte que dès le premier jour, son frère lui a déjà engagé une servante pour le protéger, au cas où il en aurait besoin. Ça lui est égal, mais ce qui ne lui est pas aussi égal, c'est l'excentrique Nanao. Elle est en train de se baigner dans la fontaine qui se trouve en face des dortoirs des hommes. Donc, un peu énervé, il s'enferme avec la fille pour que personne ne puisse voir. Mais il ne peut s'empêcher de remarquer les cicatrices qu'elle a sur le corps. En fait, cette fille tendre a une étrange odeur de sang qu'elle essaie de cacher, mais n'y arrive pas. Au bout d'un moment, tout le monde est impatient d'assister à son premier cours, tandis que le protagoniste pense encore à ce qu'il vient de voir. Malgré tout, ils vont avec l'instructeur pour ce qui sera un cours d'escrime magique. Ils utilisent leurs atamés, qui sont essentiellement des armes, un complément à la baguette pour les combats au corps à corps. Mais Pete, qui s'y connaît dans le domaine, finit par se faire harceler par les lèche-bottes et par donner des informations que personne n'a demandées. Tout de même, il est essentiel qu'ils l'apprennent, mais d'abord, 2 élèves expérimentés devront s'affronter, à titre d'exemple. Automatiquement, Nanao veut participer, tandis qu'un des camarades suspects de l'incident de Cathy veut la défier. C'est risqué car le protagoniste ignore leurs intentions ou s'ils veulent humilier la fille. Alors il se porte aussi volontaire pour le combat et finit par affronter l'adversaire. Rien qu'à la posture de la fille, il est clair qu'elle a déjà tué des gens. Ils ont un sceau les empêchant de se blesser, alors ils essaieront de donner le meilleur d'eux-mêmes, ce que la fille apprécie. Ce à quoi ils ne s'attenderont pas, c'est que l'excitation monte à un point où tous les deux veulent s'entretuer et sans le vouloir, ils brisent le sceau. C'est pourquoi l'instructeur les arrête et le protagoniste finit par regretter ce qu'il allait faire, jurant qu'ils ne s'affronteront plus jamais. Pendant quelques cours supplémentaires, cette vieille femme leur explique l'importance d'utiliser une baguette pour la magie d'invocation. Et enfin, le cours de biologie, où ils se concentreront sur les créatures en appliquant la magie. Suffisant pour qu'un ver obtienne son cocon sans en faire trop. Devront-ils brûler vive l'aberration créée? Les prodiges comme le protagoniste ou la blonde avancent sans difficulté. Comme nous l'avons vu pour Cathy, les créatures comptent, alors elle prend son temps. Craint que tout se passe mal, échoue, et par entêtement, c'est le protagoniste qui se fait mordre. Rapidement, l'aide perd quelques points, mais ça lui est égal. Il l'emmène pour qu'on la soigne. Il lui montre l'importance de se soucier des créatures, car personne ne les défendra. Cela touche la fille, tandis que l'équipe arrive, mais le soir, Pete laisse quelque chose dans le salon. Le prota et Mitchell l'accompagnent, car l'école semble sur un labyrinthe qui parfois s'y connecte par malchance. Ils finissent par se perdre, croisant des élèves de 4e et 5e année, peu sympathiques et dotés d'une magie avancée. Heureusement, un Azukubo et un pilleur de tombes ne s'entendent pas très bien et se battent entre eux. Qui gardera les nouveaux venus? Ils ne peuvent pas non plus s'échapper, et c'est Nanao qui dit qu'elle se sacrifiera pour les sauver tous.
Heureusement, le président du conseil arrive avant pour contrôler cette macabre bienvenue au nouveau. Ce type est tellement puissant qu'on lui obéit instantanément. Mais ici, le plus important, c'est qu'Olivier doit confronter Nanao, car ce n'est pas normal qu'elle veuille se sacrifier, comme si de rien n'était. Elle finit par avouer qu'après avoir vécu la guerre, comme sa famille lui a appris à la vivre, elle a cherché un adversaire digne à affronter. En rencontrant le Prota, elle a ressenti la pureté d'un combat à mort, mais son rejet lui a ôté l'envie de continuer. C'est curieux, car c'est ainsi qu'elle se lie à quelqu'un, c'est sa manière d'aimer. Quand tous s'en aperçoivent, ils comprennent qu'ils doivent en guider la fille pour qu'elle évite de vouloir se battre à mort et qu'elle trouve une autre façon de tomber amoureuse. Quelle aide incroyable pour le Prota, Olivier semble apprécier. C'est ainsi qu'ils ont un autre cours d'escrime, où quelqu'un demande s'il existe un moyen pour un mage d'utiliser des épées, et l'instructeur leur dit que c'est compliqué, car il existe 6 épéistes parmi les mages, dont on ne sait ni comment ils sont apparus, ni comment recréer leurs armes, mais ici ils sont interrompus par celui qui manquait d'attention tout à l'heure. Il veut affronter le Prota, Olivier accepte en prévoyant de perdre, mais conseille à son ami de toujours se battre sérieusement. Le duel se termine par un accord. Cependant, avant cela, ils doivent s'occuper de Cathy, qui a appris que le troll de la caravane sera tué. Et en s'opposant au professeur qui a pris cette décision, elle finit gravement blessée. Heureusement, tout le monde arrive pour calmer la situation et sauver leur ami, même si on voit bien que ce type commence à leur en vouloir. De plus, ils reçoivent l'invitation au duel et acceptent. Cependant, ce soir-là, alors que Cathy commence à s'attacher au troll qui a failli lui arracher le visage, les autres élèves commencent à se moquer d'elle. Quand cela devient une agression, le protagoniste calme s'attire des ennuis en utilisant la magie pour leur donner une raclée et finit dans la salle de punition. Ce qui jouera contre eux pendant le duel car presque tous les détestent déjà. Pourtant, ils se préparent à entrer au premier niveau du labyrinthe où tout paraît mystérieux. Un colisée où il y a beaucoup de monde. Il y a même un spectacle d'ouverture où des bêtes sont traitées comme un simple divertissement, et c'est le genre de duel que veut Andrius. Voyons qui est capable de tuer le plus de bêtes. Nanao, furieux, crie sur ceux qui aiment ce spectacle pendant qu'on lui lance des bouteilles. Il refuse d'y participer et cela se termine en dispute. Mais ce que personne n'attendait, c'est qu'il y ait une créature spéciale dans les cages, qui, sans trop réfléchir, dévore le responsable et commence son propre massacre. Un familier de niveau divin commence à massacrer des enfants, même dans les gradins. Le Prota sait qu'ils ne font pas le poids, tandis que l'arrogant, effrayé d'être devenu la proie, échappe de peu à la dévoration. Si ce n'est parce que Nanao maîtrise son combat, c'est clairement elle qui lance le véritable affrontement, car les autres ne peuvent pas aider puisqu'ils ont leurs propres problèmes. Quand la fille est écrasée, le Prota utilise la magie à son avantage, mais finit gravement blessé. Il tente de se soigner vite, tandis qu'Andrius ne comprend pas son absence de peur. Le Prota précise qu'il a peur, mais qu'on ne survit pas en fuyant. Cela laisse le type pensif et inutile, tandis que le Prota crée une diversion pour que la fille réussisse son coup d'épée. Mais la créature se remet très vite, alors le Prota va sacrifier ce qu'il faut pour qu'elle puisse porter le coup. Andrius apparaît et lance un sort qui déstabilise la créature. Nanao en profite alors pour décapiter l'oiseau. C'est bon maintenant? Les rares survivants restent silencieux, tandis qu'Andrius, plein de remords, reconnaît que le type a aussi eu du courage. Pendant ce temps, le protagoniste reçoit les excuses de sa protectrice, consciente de son devoir envers lui, car il est destiné à un moment encore inconnu. À l'académie, après un cours sur les visières de bêtes, le harcèlement envers Cathy cesse, tandis que Nanao gagne le respect grâce à son habileté à l'épée. Les filles reconnaissent l'importance d'Oliver et lui remettent la récompense. Toutefois, malgré l'inaction de l'académie, la créature est déjà partie. Wernerhafen de Madrid. En mangeant des menus que ce que nous El Castillo, que sans nous laissons pour House Transporteati qui est en train d'arriver, pour 100. Que la Wellary qui a lancé le sort sur les jambes de Cathy s'excuse. Pour elle, une militante pour les semi-humains, c'était méprisable et elle voulait la ridiculiser. Mais elle n'avait rien à voir avec le fait que le troll soit devenu fou. Olivier sait qu'elle dit la vérité et, comme Cathy, seul compte pour lui l'amour du troll. Au point qu'elle reçoit déjà de la nourriture et, inexplicablement, il lui parle en lui disant de se méfier de l'autre fille, celle qui a été présente depuis le début du problème. Cependant, il est déjà trop tard. Le protagoniste comprend enfin pourquoi le trône est devenu fou. Merci, ils ont gagné. Que en réalité, la créature était en train de s'échapper, mais qu'il se précipite rapidement vers Cathy, mais elle a déjà disparu. Le semi-humain leur dit qu'ils l'ont emmenée dans le labyrinthe.
Avec peu de temps, ils y entrent seuls et se font enlever. Pour voir la fille de 4e année qui semblait amicale avec Cathy, mais qui est en réalité tordue. Experte en biologie des semi-humains, elle cherche à créer des créatures intelligentes. Les expériences sont atroces, comme le troll dont elle a ouvert le cerveau pour vérifier s'il parlait. La seule réussite est Cathy, mais maintenant, elle veut aussi lui ouvrir le cerveau. En plus, elle a de puissants pouvoirs hérités, comme l'œil pétrifiant, donc le combat sera difficile. Ils ne peuvent que fuir, mais leur magie est aussi inférieure. Cependant, rien ou avec le katana, elle se distingue, elle se déplace très bien sur la scène, mais la magicienne utilise trop de ruses et d'objets. Malgré tout, le prota est intelligent et ne lui facilite pas la tâche. Pendant ce temps, sans s'en rendre compte, il manie sa katana avec une telle légèreté qu'il dévie les attaques de l'ennemi. L'adversaire s'enthousiasme, en plus, en utilisant un sort de feu si puissant, mais qu'Olivier sait comment contrer. Sans qu'elle s'en rende compte, le prota avait déjà diffusé sa magie dans la zone, préparant une surprise avec des raccourcis inutiles. Tandis qu'elle est distraite, il l'attaque en évitant son œil. Le problème, c'est que la fille cachait une autre de ses malédictions dans sa main, donc tout est perdu. Mais soudainement, Nadao commence à bouger, à une vitesse tellement incroyable que l'œil n'arrive pas à la suivre et il finit par lui couper la main. C'est tellement impressionnant qu'il pourrait même s'agir d'une nouvelle épée. Aussi, ce qui existe déjà ici, comme toujours, le président du conseil arrive un peu en retard pour les mettre en sécurité. Cathy se remet et malgré la trahison de celle qu'elle pensait être une amie, elle avance et il respecte cela. Le professeur Granville arrive rapidement et dit avoir besoin du protagoniste. Il l'emmène dans une zone du labyrinthe. Disant qu'il méprise les gens qui n'ont pas de talent, le protagoniste, au moins, pourrait être un échec. Ici, normalement, on prendrait ça à la légère, mais Olivier commence à révéler ses véritables intentions. Il sait que le vieil homme voulait éliminer le troll et lui fournissait des semi-humains pour ses expériences. Mais surtout, il lui mentionne une date d'il y a 7 ans et une femme. Ça l'alarme vraiment, parce qu'il sait ce qu'il a fait. Le protagoniste a en fait un désir de vengeance incontrôlable. Ce jour-là, il y a 7 ans, il y a eu une victime de ce professeur, qui n'était autre que sa propre mère. D'épée, qui se termine avec Olivier et sa gorge tranchée. Ou du moins, c'est l'un des nombreux destins possibles, car il est clair que Granville est plus puissant. Cependant, le protagoniste possède une capacité beaucoup trop puissante, qui lui permet de chercher parmi tous les destins la meilleure fin possible. Celui où il esquive l'épée, et quand il se fait couper le bras, le maître se retrouve sans défense. Pendant que l'enfant lui jure de lui faire ressentir les 128 formes de douleur que sa mère a endurées. À moins qu'il ne lui donne les mots que toutes les douleurs possibles dans chaque partie de son corps. Nous voyons une scène de sa mère, encore étudiante, fuyant un groupe de mages, ce qui ne fait qu'accroître sa rage. Et jusqu'à ce que le type ne lui dise pas la vérité, à savoir qu'il souhaite que ce soit le protagoniste qui le tue, elle ne s'arrête pas. C'est une vengeance qu'elle exerce non seulement contre ce type qu'elle vient de détruire, mais aussi contre la plupart des professeurs déjà connus. Mais surtout, et à cause de ce que sa mère a souffert, la directrice elle-même de l'académie. En fait, sa famille en est consciente et son garde du corps veille sur lui pour qu'ils puissent tous les éliminer. C'est pourquoi, après ce premier acte, une secte se lève pour faire ce que le protagoniste demande et ainsi venger sa famille. 3 mois passant ainsi, sachant déjà que ces professeurs ne sont qu'une façade et qu'ils se réunissent pour discuter de la disparition de Granville. Il est fort probable que ce soit un professeur qui l'ait tué ou un prodige. Et même si c'est beaucoup moins probable, il se méfie aussi de certains élèves. Car le lendemain, les cours continuent normalement. C'est juste le moment du ballet magique, où les élèves sont emmenés dans une pièce où ils doivent tous se laisser choisir par ces créatures. Le protagoniste a déjà le sien, mais c'est Nanao qui trouve le plus rebelle de tous. Et c'est avec celui-ci qu'Oliver se rend compte que c'était celui qui appartenait à sa mère. Au final, chacun reçoit le sien, et en l'absence de Granville, le nouveau professeur d'alchimie, père de la blonde admirée par Pete, arrive. Cependant, le magicien ne semble pas bien. Pendant le cours suivant sur le désarmement d'objets dangereux, il se retrouve bloqué. En un instant, le protagoniste le sauve, mais plus tard, il le confronte. Car en le serrant, il a senti qu'il avait eu un changement de sexe soudain. L'enfant ne comprend pas, mais le protagoniste lui parle des reversis en lui expliquant que c'est un cas rare. On l'appelle même un don où la personne change parfois de genre. Ce don lui donne une double compétence et plus de mana selon la situation, ce qui déroute le petit. Le conseil scolaire l'aide en l'emmenant à une réunion privée où ceux ayant ces conditions se sentent libres, ce qui lui permet de passer un bon moment. Pendant ce temps, quelqu'un envie le groupe du prota et le lendemain à l'entraînement, sort son épée. L'inconnu nommé Tullio défie Pete en duel où il est clairement supérieur. Il lui dit même que pour une femme, ce n'est pas mal,
Cela pousse Pete à vouloir s'améliorer à tout prix. Cependant, l'idée de Tullio est de mettre mal à l'aise, alors qu'Oliver donne quelques bons conseils. Le type affirme qu'avec lui, elle pourrait beaucoup plus progresser. Le protagoniste s'interpose face à Tullio. Il cherche toujours à attirer toute l'attention. Alors pourquoi ne pas découvrir qui sont les plus forts de la classe? Là où Nanao a clairement la première place assurée, mais cela reste intéressant pour les autres. Alors ils entrent dans une liste où ils peuvent se défier à tout moment et en tout lieu, en gagnant ou en perdant des médailles, et celui qui en aura le plus à la fin sera le gagnant. En fait, Nanao est défiée en premier par une experte en utilisation de la magie, pensant qu'elle aurait l'avantage à distance. Mais comme nous l'avons déjà vu, Nanao est un prodige, et en redirigeant simplement l'énergie, elle parvient à gagner. Pendant ce temps, Olivier et Pete continuent de s'entraîner, ce qui porte ses fruits. Cependant, Olivier est invité à une réunion avec sa famille, où il retrouve la fille qu'il avait rencontrée auparavant, qui se montre plus amicale, mais aussi déprimée, alors il la laisse et poursuit sa réunion. Cependant, dès qu'il sort de l'endroit, il sent que Tullio le suit. Le type le déteste non par haine personnelle, mais parce qu'il refuse d'être éclipsé, d'où le début du vrai duel. Et sans aucune restriction concernant les blessures, car l'affrontement à l'épée est épique. Les deux sont très agiles, mais leurs styles sont différents. Un style plus de rue contre l'élégance de l'épée. Des astuces comme l'usage de menottes font que le protagoniste encaisse des coups. Le problème, c'est que quand il devient sérieux, Olivier se concentre davantage et devient arrogant, annonçant même ses mouvements avant de gagner. Le type finit par être dominé et même si Tullio se libère, le protagoniste ne fait preuve d'aucune pitié, ce qui montre vraiment qu'il n'est pas toujours aussi passif. Et l'adversaire n'a d'autre choix que d'accepter la défaite avec respect en remettant sa médaille. Le problème, c'est qu'on ne le laisse pas se reposer lorsqu'un autre élève décide de le défier. Et celui-ci semble assez agressif et le bat. Pendant ce temps, Pete rencontre encore des problèmes avec son nouveau corps. Cela lui donne aussi l'avantage de stocker plus de mana, mais il doit encore le perfectionner, comme le montrent les combats de Scream. Alors que Katie nourrit son animal, elle reçoit une lettre de son ancien ennemi qui, pour se racheter, lui donne le laboratoire où elle gardait ses équipements. C'est un peu douteux puisqu'il est situé au premier niveau du labyrinthe. Cependant, cela peut aussi leur être très utile comme repère. Ainsi, après avoir traversé un chemin assez dangereux et rencontré des étudiants étranges, ainsi que des marchands curieusement installés, ils arrivent dans un vaste endroit où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils forment officiellement le Club de la Rose en unissant leurs épées et terminent par un dîner. Pendant ce temps, le lendemain, Katie s'occupe d'amener le troll dans ce qui sera son nouveau foyer, avec l'aide de Vera. Ils ne lui font pas encore confiance, mais comme elle leur donne des astuces pour survivre, ils se calment dans le labyrinthe et décident de continuer à l'explorer. Ils sont sur le point d'atteindre le deuxième niveau qui est clairement plus dangereux. Et ici, justement, la cousine de la blonde qui lui en veut, accompagnée de son chevalier, leur propose un combat en 2 contre 2, ce qui est intéressant pour les protagonistes. Mais finit par se joindre à eux le type qui a vaincu Tullio et qui apparemment porte un nom de famille assez respecté. Le problème, c'est qu'il respecte Nanao et la blonde, mais appelle le protagoniste le chat faible à côté d'eux. Cela offense l'équipe, mais pas le protagoniste, qui accepte la proposition. Ils sont emmenés au plus profond du deuxième niveau, dans une sorte de forêt assez mystérieuse. C'est donc ici que le combat commence vraiment, où, sans hésiter, Olivier se jette sur le bavard, mais ce dernier continue de le voir comme un faible. Pendant ce temps, la blonde affronte sa famille, et avec la même technique, le protagoniste attaque en se déplaçant sur scène sans surprendre son adversaire. En fait, la technique qu'il utilise pour rediriger son adversaire, le vieux s'en moque complètement, le traitant de prévisible. Il parle si longtemps que le protagoniste utilise la gravité pour renforcer sa force et lui égratigne le visage, rendant le combat plus intéressant. Pendant ce temps, les filles dominent leurs adversaires. C'est la blonde frustrée qui demande à son chevalier la permission d'utiliser son pouvoir. Le gars se souvient comment elle l'a sauvé, donc il lui doit la vie. En invoquant sa version douloureuse de loup-garou, il devient une machine très agressive et en plus résistante. Il donne tout dans ce combat pour des raisons personnelles et Nanao fait de son mieux, leur offrant un bon affrontement. Pendant ce temps, le protagoniste continue d'être méprisé, mais seulement avec des mots. Alors Olivier, l'ayant si près, sait que c'est la faiblesse d'un mage, tandis que de l'autre côté, l'homme-loup domine le combat à courte distance. Cependant, après avoir analysé la situation, Michel lui envoie une bonne décharge et la fille finit au sol. Elle perd toute son agilité, tout comme l'arrogant, qui ne peut pas contrôler le protagoniste de près, et sans s'y attendre, il reçoit un coup de pied et une attaque qui le met KO. Stacy est également vaincue pendant qu'on nous explique qu'elle est la sœur de sang de Michel, mais comme elle est d'une autre mère, elle n'a jamais été reconnue comme fille. Un drame franchement inutile. Nanao la rassure en lui disant que désormais elle peut être ce qu'elle veut. Pendant ce temps, l'autre gars vaincu commence à raconter sa vie, nous montrant essentiellement que depuis tout petit,
peu importe quoi, le rival ne pouvait pas perdre. Il a ainsi honoré le nom de sa famille. Mais maintenant, de façon sournoise, il libère une étincelle qui réveille tout un essaim de guêpes depuis le plafond. Il exige leur reddition, efface leurs souvenirs, puis les tue. Voilà. Grâce à leur réaction rapide, ils parviennent à se protéger un peu. Mais ils savent qu'ils doivent affronter cet adversaire qui n'est pas très courageux, pour ainsi dire. Alors la blonde décide de montrer une partie de son pouvoir caché, révélant son apparence d'elfe. Et grâce à cela, les guêpes se rassemblent en un seul endroit pour qu'un impact géant en élimine un grand nombre. Ainsi, celles qui restent peuvent être attaquées par les plus habiles. Nanao peut affronter le type de face et à l'épée. Il est clairement vaincu instantanément, tandis qu'il regrette ce qu'il a fait. Et à la fin, malheureusement, les protagonistes lui pardonnent aussi. Heureusement, une bête inconnue finit par le capturer. Le problème, c'est qu'il emmène aussi Pete, l'ennemi. Il s'agit de chimères qui sont beaucoup trop puissantes. Donc pour l'instant, ils n'ont d'autre choix que de s'échapper et d'en parler au conseil, qui a aussi des problèmes avec d'autres disparitions. Tout cela parce que, apparemment, la succube Salvadori a été consumée par le sortilège. Les plus puissants doivent agir, pendant que les protagonistes restent impuissants face au danger pour leur ami. Olivier cherche de l'aide, même auprès de son clan, mais c'est difficile. En fait, il y en a déjà d'autres qui font des folies, comme la blonde qui veut y aller seule. Heureusement, Vera, qui est du même rang que la succube, apparaît pour leur offrir une option. Elle leur donnera un entraînement décent pour qu'ils puissent en survivre, tout en leur montrant l'endroit où se trouve la fille. Mais seulement si, en échange, à la fin, Cathy devient sa partenaire de recherche. Ce qui semble juste, sauf qu'elle est tellement folle. Finalement, ils acceptent que les plus forts commencent la préparation, les autres restant. Et pour la nuit, ils traversent le portail vers le labyrinthe à la recherche de Pete, qui, à ce moment précis, se réveille dans une sorte de cellule, avec tous les autres prisonniers. Elle va bien, car en ce moment c'est une femme et Salvadori n'absorbe que le mana des hommes, qu'il utilise pour nourrir son utérus. Et ainsi connaissant davantage de ces aberrations appelées chimères, dont s'occupe déjà le conseil des étudiants au niveau 2. Elles sont assez puissantes et nombreuses. En fait, Vera utilise l'une de ces créatures qui se trouvent au premier niveau pour expliquer comment ils doivent observer la cible, apprendre ses faiblesses et ainsi attaquer clairement sans jamais cesser de bouger. Ou seront-ils anéantis instantanément? Il y a pas mal de choses à faire. Elle fait paraître ça facile, mais pour le protagoniste, à eux trois, ils peuvent se répartir les tâches pour anéantir ces créatures. D'autant plus qu'ils sont sur le point d'entrer dans la forêt. Grâce à Vera, ils progressent sans difficulté dans l'endroit et découvrent que les servantes du protagoniste leur facilitent le passage. Jusqu'à ce qu'ils tombent sur le tunnel suivant, où ce singe géant semble l'attaquer sans raison. Mais est-ce vraiment à cause des chimères qu'il est hors de contrôle? Et c'est curieusement Nanao qui lui demande respectueusement de les laisser passer. Et le singe accepte. Il se calme, mais seulement pour perdre la tête 2 minutes plus tard à cause d'une chimère qui apparaît devant eux. Ici, les protagonistes doivent appliquer tout ce qu'ils ont appris, toutes les astuces étant sur la table. La créature, malgré tout, possède une force qui les écrase sans problème, ils s'en rendent compte rapidement. Ils ont des zones spécifiques où, malgré la régénération, ils peuvent attaquer à nouveau et avec un bon arsenal de sorts. La créature est vulnérable, alors le protagoniste, rassemblant tout cela, attaque par en dessous. Et même si l'amante semblait s'y attendre, il a été encore plus rapide que cela, surprenant Vera. Il passe le reste du chemin à combattre plein de créatures. Et pour la nuit, la mage, il se demande, en tant que gars qui n'est prodige ni à l'épée ni en magie, se distingue-t-il autant que Nanao ou la blonde? Pourtant, ce sont des choses que seul le protagoniste sait et qu'il ne racontera pas non plus. Ainsi, alors qu'il s'approche du 3e niveau, l'arrogant d'avant se lève aux côtés de Pete et, en entendant ce qui se passe, il lui donne une seule issue. Il avait sur lui une orbe explosive, une de fumée et une de secours, lui assurant qu'il pourrait s'échapper vite avant qu'il ne se vide de son sang. Ici, on aperçoit des souvenirs d'Azukyo, plus jeune. On lui a toujours appris que son corps n'était qu'un simple récipient pour engendrer. Il ne pouvait pas tomber amoureux ni rien de tout ça. Ou bien c'est trop court, cela ne justifie rien, mais cela nous fait comprendre comment son corps libère une sorte de parfum qui commence à exciter les hommes. Le protagoniste, au 3e niveau, ressent une telle intensité qu'il doit s'éloigner de Nanao pour éviter que cela ne devienne charnel. Mais c'est justement ici que le voyage doit continuer en bateau. Et c'est le moment idéal pour que Vera leur explique le sortilège pour marcher sur l'eau, quelque chose qu'ils apprennent à maîtriser assez rapidement. Cependant, après s'être propulsé avec de la magie, le profanateur de tombes apparaît devant eux avec son familier, qui pourrait facilement les éliminer et qui, apparemment, ne veut pas non plus négocier. Cependant, Vera et Mitchell se rendent compte qu'ils peuvent attirer l'attention des chimères, et qu'en plus, elles iront toujours vers le plus puissant.
laissant le type avec le problème. Pour l'instant, il s'éloigne tandis que les membres du conseil étudiant partagent de bons souvenirs avec Azukio. Même lors de sa première année, quand elle est arrivée et a été rejetée par tous, parce qu'elle séduisait les hommes pour engendrer les enfants de n'importe qui. Clairement, un harcèlement qui n'avait aucune justification. Cependant, Carlos, qui était son seul ami, l'a toujours bien traité. Il lui a même présenté ses amis, qui étaient si étranges qu'il s'entendait bien avec elle. Pendant plusieurs mois, ils ont partagé le conseil des étudiants, où la jeune fille se sentait bien, comme la guérisseuse de l'équipe, mais la jalousie était grande. Des rumeurs selon lesquelles elle aurait ensorcelé le président circulaient à l'académie, relançant le harcèlement. On disait que, faible, elle n'avait eu son poste qu'en étant une fille facile avec tous. Cela en est arrivé au point où la jeune fille n'a plus supporté et allait leur montrer qui était vraiment la faible. Ce fut la première fois qu'elle engendra une bête, qui dévora un groupe de ceux qui la harcelaient. Cependant, cela a complètement changé sa personnalité. Maintenant, était-elle une succube ou une chasseuse d'hommes, au point de blesser un membre du conseil, ce qui l'a plongée dans le chaos et l'a éloignée de plus en plus de ce président dont elle tombait déjà amoureuse jusqu'à aujourd'hui. Où en est son plan maintenant? À ce moment, elle se déconcentre et Pete utilise les orbes pour s'échapper, atteindre la surface et tenter d'attirer l'attention avec sa fusée de détresse. Heureusement, elle brille tellement qu'il faudrait vraiment être stupide pour ne pas la voir. Tout le monde se précipite donc. Ce sont Olivier et les filles qu'il trouve, mais Salvadori les trouve aussi. Vera tente de les convaincre de partir, affirmant qu'ils n'interféreront pas avec ses plans, mais la fille commence son invocation sur place. Pendant ce temps, personne ne peut approcher. Il s'avère qu'elle a atteint la limite de son pouvoir, l'état auquel tout mage aspire, une zone de domination qui n'obéit qu'aux ordres de son invocateur. À quoi cela me fait-il penser? La fille, sa famille a-t-elle atteint son objectif avec cet utérus géant engendrant des chimères et le fait qu'ils ne peuvent s'échapper que s'ils annulent le sort ou tuent l'invocateur? Ils commencent donc rapidement le plan avec une zone protégée, depuis laquelle Olivier et les autres doivent protéger Vera et Michel, qui sont les forces d'attaque. Cependant, Vera a autre chose, provoquant la colère de l'Azukio en lui disant qu'elle n'a jamais mérité d'être une élève de l'académie et encore moins de rêver d'être avec quelqu'un comme le président, surtout en étant une fille ordinaire. Cela précipite les attaques et ils parviennent à éliminer plusieurs ennemis. Malgré tout, Milligan finit entre les griffes de cette femme qui l'a fait souffrir comme jamais, transperçant son corps de façon brutale, tout en lui faisant bien comprendre qu'elle ne sait rien. Et c'est ainsi que l'on voit qu'avant de commencer le rituel, elle a remis les corps des prisonniers encore en vie à son président. Ce qui n'excuse en rien ce qu'elle a fait. C'est pourquoi le type semble la mépriser, ce qui continue de l'affecter et permet à Oliver d'attaquer. Et même s'il est difficile de bouger parmi tant de créatures, le type se donne à fond pour que Nanao ait l'occasion de décapiter la fille. Cependant, il regrette en la voyant pleurer. C'est vrai qu'elle n'est pas non plus responsable, mais vu à quel point elle est devenue folle, quelqu'un doit faire quelque chose. Ainsi, pendant que le protagoniste met sa copine en sécurité, les autres sont prêts à continuer à se battre. L'endroit commence à s'effondrer un peu, tandis que ses anciens camarades apparaissent, surtout Carlos, qui apparemment n'était pas seulement son ami, mais avait aussi un pacte sorti de nulle part. Si la fille perd le contrôle, ils font un petit spectacle pour montrer leur amitié. Le président sait que c'est la meilleure option. Certains vont pleurer pour ensuite faire une sorte de fusion, où ils finissent par être effacés. Une fin bien trop bonne pour cette fille. Pendant ce temps, les autres voient le sortilège se dissiper et ils retournent à l'académie où il semble que personne n'est mort. Tout ce qu'on nous dit, c'est que c'est comme ça dans cette académie dangereuse. Pourtant, quelques jours plus tard, personne ne se soucie de ce qui s'est passé. La main de Vera traîne en l'air. Pendant ce temps, pour le prota, il garde à l'esprit que maintenant tous ses camarades, du moins les siens, vont bien. Son vrai objectif, ce sont les professeurs qu'il déteste et ils le comprendront bientôt, car la saison se termine ainsi. Franchement, je doute qu'elle continue, cette fin n'ayant pas vraiment été soutenue. L'idée de départ est bonne, mais soudain, ils oublient les professeurs assassins à cause de ce genre de remplissage. Vers la fin, il n'y a ni poids ni motivation, laissant une première saison assez moyenne, même l'animation décline. Ce qui est rare pour cet anime, et que je n'avais pas vu depuis longtemps. Si c'est une série, je recommande de la regarder en résumé, car vous ne ratez pas grand-chose, même si les premiers épisodes ont une aura intéressante. Mais à moins que le manga devienne incroyable par la suite, ça n'en vaut pas vraiment la peine. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié le résumé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et en attendant d'avoir plus de chapitres de ce Donwa, je vous laisse avec une autre de ces histoires, qui est vraiment très bonne et assez méconnue. Cette histoire se concentre sur Hayato, un garçon qui a dû être témoin d'un moment très sombre dans sa vie, avec les créatures connues sous le nom de Sabas, qui terrorisent essentiellement l'humanité et contre lesquelles, à ce moment-là,
il y avait peu d'armes pour les combattre. C'est ainsi que le protagoniste a vu sa petite amie être contaminée par le sang de ces créatures. Ce traumatisme le poursuit jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il est adolescent et décide de voyager sur ce navire. La ville où se trouve l'académie l'attend même avec un comité d'accueil, car le gars a obtenu la note maximale aux examens d'entrée. Comme c'est un génie, tout le monde veut le rencontrer, surtout Émile, une fille qui, pour une raison quelconque, s'habille et agit comme un homme. Elle se lie vite d'amitié avec le protagoniste et ils partagent des moments avec leurs futurs camarades. Lorsque la réunion de bienvenue débute, les filles attendant le protagoniste arrivent en retard à la cérémonie. Membres de l'élite des académies, elles seront expulsées. Après qu'Émile ait trop parlé, le protagoniste doit assumer ses responsabilités, car c'est aussi sa faute. Et la présidente décide de régler ça avec un duel où elle en profite pour évaluer le niveau du protagoniste. Cependant, Hayato n'a aucune expérience en combat, alors Émile l'emmène voir Char, la scientifique du coin qui le lui présente. Les Andred, ce sont essentiellement les guerriers qui combattent les abaches avec des combinaisons technologiques qui s'adaptent à leurs porteurs. Alors le protagoniste n'hésite pas à essayer le sien et commence à s'entraîner avec Émile tout l'après-midi, qui est aussi fort. Cependant, le protagoniste a plus d'énergie qu'il ne peut en contrôler et il fait une pause en rendant visite à sa sœur, qui reçoit les meilleurs soins pour sa maladie, car c'était la condition pour que le protagoniste entre dans cette académie. Et maintenant, il doit profiter de sa nouvelle vie avec son colocataire. Le jour de l'événement arrive donc, où la présidente est plus que prête. Elle choisit de ne pas profiter de sa combinaison intégrale sûre de sa victoire. La reine de l'académie. Dès le début du combat, le protagoniste surprend Claire avec une attaque classique, la mettant en colère au point d'utiliser tout son arsenal. Avec un protagoniste qui non seulement se déplace très bien, mais parvient aussi à repousser plusieurs attaques. Cependant, l'expérience de la jeune fille pèse lourd et ses armes sont tellement avancées qu'elles sont sur le point de venir à bout du protagoniste. Mais c'est là que le protagoniste a un mal de tête qui le fait s'évanouir. Ensuite, il passe en mode berserk et accule la présidente, impuissante. Et cela ne lui laisse pas d'autre choix que d'utiliser sa combinaison complète, ce qui lui permet de reprendre un peu le dessus dans le combat. Elle respecte enfin la puissance du protagoniste, sachant que même en le battant lors de leur premier combat, ce n'est pas une vraie victoire pour elle. Et cela se termine donc par une égalité technique accompagnée d'excuses. Le protagoniste, désormais plus détendu, peut alors profiter de la ville avec Émile. Cela le gêne un peu car c'est comme un rendez-vous avec un homme. Alors il appelle Karine pour passer l'après-midi. Mais la présidente les trouve car elle veut proposer à Hayato de rejoindre l'équipe des Slayers de l'académie. Cependant, Émile veut aussi entrer et peut prouver qu'il est apte à ce titre. Mais ici, ils sont interrompus par une alerte d'ennemis et voient qu'ils doivent immédiatement se rendre sur l'île qui est attaquée, et où il y a beaucoup de monde grâce à une idole reconnue. Et c'est ici que Charles fait en sorte qu'ils emmènent aussi le protagoniste pour qu'il ait son premier vrai combat. Cependant, dès qu'ils arrivent au quartier général, ils se rendent compte qu'il s'agit de 3 sabbats. Et en plus, l'un d'eux possède un pouvoir inconnu. Le mieux est que les nouvelles recrues restent spectateurs. Actuellement, Hayato sait qu'ils ont besoin de renforts, mais qu'ils arriveront trop tard. Alors le prota insiste pour les accompagner. Et la reine accepte, mais à condition qu'ils s'occupent du plus petit, après le tutoriel qu'elles viennent de leur donner. Hayato et Émile tentent alors de reproduire l'exploit et réussissent grâce à une attaque synchronisée. Cependant, ici l'important est l'ennemi inconnu qui s'avère très puissant et parvient à éliminer les camarades de Clay. Alors leur chef essaie de l'affronter. Cependant, ce ne sera pas si simple car ses rayons ont perdu de l'énergie après le dernier combat contre le protagoniste. Et c'est au moment crucial que Hayato la sauve. Cependant, après le regard amoureux classique, la population reste en danger et le nouveau duo doit utiliser les barrières pour dévier les attaques. Cependant, Émile, qui essaie aussi de protéger les Slayers blessés, se retrouve en danger en révélant une marque sur son abdomen. Comme la fille qui, il y a des années, a été infectée dans les bras du protagoniste et qu'il reconnaît ensuite comme Emily. Personne ne s'y attendait. À cause de son traumatisme, il perd le contrôle, active sa forme complète, gagne un pouvoir incroyable, mais perd la raison. Seul le baiser du véritable amour le réveille de cette transe. Désormais, il porte son costume complet et contrôle son esprit. Cela leur offre l'occasion idéale d'éliminer le sauvage et de découvrir ce que signifie protéger une ville. Maintenant, il se souvient de ton nom comme de son héros. Pour l'instant, il s'excuse auprès de sa sœur de l'avoir inquiété, puis rejoint sa chambre où, sur ordre de la présidente Emily, elle ne peut plus rester avec lui. Il précise tout de même qu'ils ont tous deux ce pouvoir berserker. Et cela est justement dû au fait qu'ils ont été contaminés par le sang des sauvages qui s'est parfaitement fusionné avec leur corps, les transformant en une espèce appelée variance. Ils ne sont évidemment pas seuls dans le monde, mais Claire et tout le groupe d'admiratrices qui, suivant le protagoniste,
les interrompent. Y compris l'idole de l'île appelée Sakura, qui demande elle-même à l'académie que le héros l'escorte pendant ses jours de présentation. Alors Claire le prépare pour la mission, où elle décide d'emmener sa sœur, qui est une grande fan de l'idole et qui, en discutant un peu avec elle, se rend compte qu'elle est très gentille. Même si elle ne s'attendait pas à ce que le prodige soit si sérieux, elle le drague beaucoup en privé, même comme épouse. Étrange, non? Alors le protagoniste, en vrai génie, joue le jeu pour voir combien de temps elle peut tenir, et finit par être assez embarrassé. Malgré tout, il continue de flirter pendant qu'il l'accompagne à ses réunions sans aucun problème. Et dans l'après-midi, il visite le stade de la présentation, où Hayato remarque tous les efforts de la fille, et bien sûr son Andred qui l'aide à faire le spectacle. Mais bon, il est temps de se reposer. Et le protagoniste finit par tomber sur Emilia, avec qui l'ambiance commence à devenir tendue, car il semble que tous les deux sont en train de nouer une bonne relation. Et Hayato lui propose un rendez-vous, mais il tombe d'abord sur Claire, qui lui raconte qu'il y a des humains qui ont volé des parties des sauvages morts. Il doit surveiller Sakura, mais d'abord, il a rendez-vous avec Emilia, avec qui ils font beaucoup d'achats. Mais Claire, qui voit tout, est jalouse et décide de l'appeler en urgence car Sakura s'est échappée de sa chambre et ils doivent la chercher. Cependant, la jeune fille les trouve en premier et le convainc de l'accompagner à un endroit qu'elle veut visiter, laissant Emilia derrière. Les voir ensemble alors qu'ils portent des vêtements féminins poserait problème aux autres élèves. Elle finit donc par l'emmener sur une hauteur de l'île, où la jeune fille en profite pour s'ouvrir au héros, lui disant qu'elle l'admire beaucoup parce qu'il a protégé l'endroit préféré de sa mère, qui est justement morte dans l'accident des héros, alors qu'ils étaient tous enfants. Sauf qu'elle a eu la vie très dure avec un père qui, après tout, l'a vendue à une femme nommée Vitaly, qui a fait toutes sortes d'expériences pour la transformer en variant. Durant ce processus, seules les paroles d'un garçon charmé par son chant la maintenaient en vie. Je vous laisse deviner qui c'était. Bref, cela le rend encore plus amoureux d'elle. Cependant, en rentrant à la maison, la voiture est attaquée par l'un des sabbats qui restait encore sur l'île. Et le protagoniste doit s'en occuper. Même désavantagé sans sa combinaison, il refuse d'abandonner et fait tout son possible. Même Sakura finit par aider avec le bouclier de sa combinaison pour que Hayato puisse détruire le noyau de l'ennemi. Cependant, lorsque la jeune fille célèbre avec son futur mari, un autre sabbat apparaît, beaucoup plus grand, contre lequel aucun d'eux n'a plus d'énergie pour protéger les gens. Heureusement, ils ont gagné assez de temps pour que les renforts arrivent, qui s'avèrent être les autres recrues. Alors ils unissent toutes leurs forces et élaborent un plan pour vaincre la bête. Si, au moment clé, des Indreuds inconnus et puissants n'apparaissaient pas pour les arrêter, rappelant les propos de Claire sur des humains dotés de Indreuds illégaux. Et ceux-ci, de façon étrange, mettent fin au sabbat d'une manière assez violente, en buvant le virus qui est aussi mortel que s'il s'agissait d'eau, en plus d'emporter les 2 noyaux des bêtes dans le cadre de leur mission. Après leur retour sain et sauf, Charlie explique au prota que les Hundred fonctionnent grâce à des noyaux de sabbat, et que des personnes comme Vitaly cherchent à créer leur propre machine. Mais bon, maintenant, l'important c'est le concert de Sakura, qui est motivée après avoir vu le héros. Et elle donne la meilleure prestation de sa carrière. Pour sa mère, son admiratrice, et aussi pour Hayato, à qui elle promet qu'elle reviendra bientôt pour se marier. Dès le lendemain, elle est déjà dans son lit et à l'académie à le couvrir de baisers, provoquant un chaos parmi les autres femmes du harem. Surtout parce que le jour de la plage approche et chacune veut impressionner le protagoniste. Émile est désavantagé car il ne peut révéler son genre, ce dont Sakura profite. Malgré tout, ils passent l'après-midi ensemble jusqu'à ce que Yuda, le frère de Claire, arrive et reconnaisse le potentiel du protagoniste et de ses compagnons. Mais il emmène sa sœur de façon suspecte. Ensuite, ils découvrent des problèmes et doivent voyager dans les montagnes pour combattre de nombreux sabbats apparus. Cependant, d'abord, Yuda emmène le protagoniste au fond du bateau et lui montre la source d'énergie de l'endroit qui s'avère être sa petite sœur, Lisa. Est-ce la même intelligence que le bateau? C'était une variante qui a tellement perdu le contrôle de ses pouvoirs qu'elle est entrée en hibernation dans cette coupole, libérant de l'énergie pour maintenir un bateau. Et même si Yuda essaie de réveiller le protagoniste, Claire s'en rend compte et au final, ça ne marche pas. Le souci, c'est que Yuda agit non pour sa sœur, mais parce qu'il a besoin d'elle pour d'autres projets. Mais il faut poursuivre la mission. Les escadrons se préparent et voyagent vers la ville natale d'Emilia, où l'on découvre qu'elle est la princesse du lieu. Mais on apprend aussi qu'il y a des variants qui les observent depuis l'ombre. Malgré tout, ils atteignent la forêt et se séparent pour éliminer les ennemis. Cela fonctionne sans problème, même sans pluie, car c'est la seule chose qui bloque leurs armes. La nuit, il suffit donc d'organiser des tours de garde. Quand vient le tour du protagoniste, Claire lui parle de l'égoïsme de son frère.
Ensuite, alors qu'ils éliminent un sabbat près du lac, ils décident de se baigner. Là, elle lui avoue qu'à la différence de lui, sa petite sœur Lisa a du sang de Sabas depuis le jour de sa naissance. Car leur propre mère a expérimenté sur eux. Et c'est elle qui est derrière tout ça, encore plus que Vitaly elle-même. Mais ils sont interrompus ici, car ils reçoivent 2 alertes d'ennemis dans la zone, avant de perdre les communications entre les escadrons. Les chasseurs les attaquent et vainquent tous ceux qu'ils croisent. Pendant que le protagoniste va mettre ses amis en sécurité, Claire décide d'aider son équipe de l'école, qu'elle trouve complètement vaincue. La rage de la jeune fille éclate, montrant pourquoi elle est la reine de l'académie. Cependant, par malchance, il commence à pleuvoir et leurs armes ne peuvent plus utiliser la magie, ce dont l'ennemi profite pour attaquer en groupe. Et même si elle a ses boucliers, la violence des chasseurs la rend vulnérable. Mais Hayato était là, aux côtés de la jeune fille, pour l'aider et contrôler un peu la situation. Cependant, la rancœur de l'aîné et de ses enfants envers les humains ne leur permet pas d'abandonner. Et encore moins d'arrêter d'aider Vitaly, qui leur a promis de changer ce monde. Il décide donc de sacrifier son corps en tant que variant, en se surchargeant. Cependant, heureusement, un Sabas apparaît et le calme d'un bon coup. Ainsi, tous les autres doivent unir leurs forces pour le sauver et vaincre l'ennemi. Et les autres chasseurs qui, en signe de gratitude, rétablissent la communication. Ainsi, toutes les escouades se combinent pour une attaque synchronisée qui n'a aucun effet lors de la première tentative, car Clyde manque de force. Et devinez quoi? Le protagoniste doit lui transmettre une partie de son virus Sabas par un baiser, ce qui plaît à la blonde. Et surtout lorsqu'il libère un rayon si puissant que la bête ne peut l'arrêter, permettant au protagoniste de détruire son noyau en utilisant toute sa force. Ils gardent le contrôle, accomplissent la mission et peuvent enfin rentrer chez eux. Cependant, pour une raison quelconque, Udal a souhaité emmener aussi les chasseurs à la chaîne, ce qui inquiète les étudiants. Pendant ce temps, Vitaly, constatant l'absence de ses expériences, prépare la seconde phase. Quels sont ces sabbats créés apparemment sans noyau qu'il libère instantanément et qui éliminent une escouade de guerriers en patrouille? Pendant que le festival scolaire se prépare, un événement incontournable chaque année. Ils doivent être prudents, car Vitaly rôde surtout quand l'escouade attaquée revient comme si de rien n'était, y compris leur chef. Les préparatifs continuent donc comme prévu. Karen s'entraîne pour se produire avec Sakura, tandis que le prota s'amuse avec Emilia, puisqu'il a pu s'habiller en femme, révélant des petits détails que nous n'avions pas pu voir auparavant. Cependant, Udal se trouve aussi dans les environs et d'une manière mystérieuse, il semble chercher quelque chose. Malgré tout, les présentations commencent et tout le monde est extasié par ce qu'il voit là. La blonde, pourtant en bonne santé, est contrôlée par Vitaly qui s'en sert pour ouvrir les systèmes de sécurité et entrer par la grande porte. Pendant que tous les autres profitant du spectacle de Karen, qui maintenant, avec son 100, peut donner le show qu'elle a toujours voulu. Cependant, le bonheur ne dure pas longtemps, car grâce aux caméras de sécurité, ils se rendent compte qu'il y a un intrus. Mais il est déjà trop tard. La fille a implanté dans toute l'académie cette sorte de guêpe avec des noyaux qu'elle a récoltés sur les sabbats, même si elles ne sont pas très puissantes pour les étudiants. Leur fonction est de s'immoler contre les transformateurs d'énergie, ce qui met le système en échec, car les guêpes contrôlent désormais les ordinateurs et la sécurité. Elles laissent même passer un avion qui s'écrase contre le navire et libèrent une multitude de sabbats sans noyaux que nous avions déjà vus. Ils veulent détruire les panneaux d'énergie pour viser les civils. Un attentat contre les 100. Avec ce chaos, il ne reste plus qu'à la reine de l'académie de sortir se battre. Ils ne peuvent cependant rester sans leader. Ainsi, le prota et Emilia acceptent cette tâche et risquent leur vie pour sauver ces gens. Pendant que Vitaly recrute à nouveau les Hunters, dont 2 d'entre eux ne sont plus très sûrs d'attaquer. Ces gens qui les ont si bien traités. Alors la fille les oblige avec leur collier de naissance, tandis que le prota essaie de défendre la barrière de toutes ses forces. Cependant, ces créatures, n'ayant pas de noyau, deviennent une distraction incroyable. Pendant ce temps, Vitaly, manipulant les Hunters, essaie d'atteindre Lisa. L'intelligence que nous avons déjà vue, et c'est pourquoi il ne se soucie pas de sacrifier ses alliés, ce que les Hunters finissent par ne plus supporter. Mais Vitaly n'a plus besoin d'eux, surtout maintenant qu'il est face à l'objectif qu'il a toujours recherché. Cependant, Udal apparaît, lui qui a été à l'origine de la colère de la jeune fille, car il l'a séduite puis abandonnée. Et nous voilà avec Udal, qui savait que les choses se passeraient ainsi, même les mauvaises choses qu'ils ont endurées. Et il n'a rien fait. Car en ce moment, les sabbats artificiels émettent un son qui affaiblit tout le monde. Et Udal le savait déjà, mais il n'a pas levé le petit doigt. Mais en revanche, il avait préparé sa sœur Lisa, qu'il avait déjà réussi à libérer de sa prison. D'énergie, et qui ruine complètement le plan de Vitaly, que Udal finit par éliminer totalement. À l'extérieur, le chant de Sakura et l'aide de Lisa redonnent de l'énergie aux Slayers. Ils peuvent maintenant affronter les sabbats qui se regroupent
et le protagoniste choisit d'utiliser toute sa puissance améliorée, ce qui semble réussir. Cependant, la créature se relève soudainement alors que Hayato est trop faible pour continuer. Ainsi, les Hunters choisissent de sacrifier leur stabilité et dépensent tout leur pouvoir pour sauver l'académie. Cependant, c'est la plus jeune qui est la plus affectée par l'abus de son pouvoir, provoquant chez elle un état de surcharge qui pourrait faire exploser toute la ville. Claire prend donc la difficile décision de lui porter le coup final. Mais le protagoniste, avec l'aide de Lisa elle-même qui lui donne la force de se relever et d'essayer de sauver la vie de son ami, parvient à atteindre sa conscience en essayant d'utiliser des mots. Mais cette bête est hors de contrôle et Claire doit l'arrêter. Alors le protagoniste, d'une manière ou d'une autre, grâce à son pouvoir, finit par l'atteindre pour l'apaiser, lui offrant maintenant une nouvelle option. Et c'est que, pour la première fois de sa vie, elle peut être libre. Elle n'aurait plus besoin de servir qui que ce soit, apaisant complètement la jeune fille qui revient à elle-même, et offrant ainsi la plus grande victoire jusqu'à présent aux Hundreds, afin que, le soir venu, tous puissent profiter de leur victoire. Pendant ce temps, Hayato, le héros de tous, est récompensé par un baiser. Emilia, le garçon, accepte aussi ses sentiments et ils décident d'être ensemble. Alors, la jeune fille révèle à tous l'inattendu secret qu'elle est une femme. Et certains célèbrent, d'autres sont jalouses, mais avec une relation qui ne changera pas, surtout tant que le monde restera en paix. En s'arrêtant ici, la série, qui se termine de façon assez fermée, et plusieurs années après sa publication, n'a pas de suite pour le moment. J'espère donc que vous avez beaucoup aimé le résumé. Et comme l'a dit mon père, je vous abandonne.